L'image de l'armée ivoirienne a été dépréciée à cause des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire. Une armée totalement divisée, tactiquement désorganisée et moralement démobilisée. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est fixé pour objectif de rebâtir une armée républicaine. Les réformes entreprises ont abouti à une nouvelle organisation de la défense et des forces armées. M. Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la défense, a la lourde responsabilité de traduire en actes cette vision du chef suprême des armées. En répondant favorablement à cette invitation du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, le ministre a choisi de parler du défi de la reconstruction d'une armée républicaine, faire le bilan de 4 années d'activité et présenter les perspectives de toutes les réformes entreprises. C'est Mme Anne-Marie Konampen, directeur général du CICG, qui a conduit l'invité dans la salle de conférence de l'immeuble Siam. L'assistance était essentiellement composée de généraux, d'officiers supérieurs des forces armées nationales, de partenaires au développement du secteur privé et public, des directeurs centraux, des journalistes de la presse nationale et internationale. Madame Anne-Marie Konampen a rappelé que les rendez-vous du gouvernement est un cadre prestigieux d'expression réservé aux ministres pour traiter de thématiques de haut niveau qui intéressent les citoyens. C'est aussi une occasion pour les journalistes d'échanger en posant des questions pour mieux connaître et faire comprendre aux populations les actes majeurs du gouvernement. Dans son mot introductif, le directeur général du CICG a fait un survol rapide de l'état de l'armée après les différentes crises, des réformes engagées correspondant à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs les journalistes, l'émissaire du gouvernement de ce jour, en l'occurrence, le ministre chargé de la Défense est là pour nous entretenir sur le thème « Le défi de la reconstruction d'une armée républicaine en Côte d'Ivoire, bilan et perspective ». En effet, longtemps enviée et respectée dans la sous-région, voire sur le continent, tant par la qualité de ses cadres que par la discipline de ses troupes, l'armée ivoirienne a vu son image se déprécier progressivement à partir des années 90, du fait des crises successives qu'elle a connues et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de 2011. Dès sa prise de fonction, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est fixé comme objectif prioritaire de rétablir la sécurité et de ramener la paix en Côte d'Ivoire, préalable à toute action de développement durable. Dès lors, l'une des toutes premières missions assignées au ministère de la Défense consistait à resserrer les rangs des troupes totalement divisées à l'époque, tactiquement désorganisées et moralement démobilisées, en profonde délicatesse également avec les populations dont elles étaient pourtant censées assurer la sécurité. C'est donc dans ce contexte que le thème de la présente édition des rendez-vous du gouvernement trouve tout son intérêt, car reconstruire une armée nationale en si peu de temps, au sortir d'un conflit fratricide, relève d'une véritable gageure. Pour nous instruire sur les principaux acquis de son département ministériel, tant en termes de grandes réformes structurelles et institutionnelles qu'en matière de renforcement de capacités opérationnelles au profit de la cohésion sociale, aucun sujet ne sera tabou. Il en sera de même pour la toute récente loi du 2 mars 2015 portant organisation de la défense et des forces armées, tout comme pour les questions relatives au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-forces belligérantes. Situons le contexte, le ministre Paul Kofi Kofi a fait l'état des lieux, présenté la problématique de la sécurisation du territoire, les principales réformes structurelles, les principaux acquis, le défi de la sécurisation des élections de 2015 et la nouvelle organisation des forces armées. Il a fait remarquer qu'au sortir de la crise post-électorale, la situation était précaire avec une armée déstructurée avec 2 composantes, les FONCI et les FAFN, et la présence des forces impartiales internationales. L'indice de sécurité s'est situé autour de 4 sur une échelle de 10, une structure veillante,
Une pyramide des grades où des officiers et les sous-officiers étaient aussi nombreux que les militaires du rang. L'état des infrastructures et les équipements défectueux, le vandalisme au niveau de l'état-major et des structures rattachées. Le ministre a fait savoir à son auditoire les 6 points retenus par les principales réformes structurelles. Dans un état de droit, si je ne m'abuse, un des premiers piliers de la souveraineté, c'est la défense. La puissance d'un pays se mesure également par sa capacité à assurer sa souveraineté nationale en situation d'agression de toute nature, que ce soit à ses frontières ou à l'intérieur du pays. Et cette mission est confiée à la défense. Et cette mission est exclusive à la défense. Elle ne se partage pas. Ceci étant, il est toujours important de savoir quels sont les liens que la défense entretient avec la nation. C'est pourquoi nous sommes très intéressés de savoir qu'au fil du temps, avant 1990, l'armée était très loin des questions politiques et naturellement, cela nous a permis de vivre une quarantaine d'années en paix. Et en 1990, nous avons connu les premiers soubresauts de ce que j'appelle des revendications militaires qui ont transformé légèrement, peut-être même fondamentalement, les relations entre l'armée et la nation. Et à cette occasion, les autorités de l'époque ont dû permettre aux soldats du rang de pouvoir aller à la retraite à 55 ans. Des années plus tard, cela va avoir une conséquence sur la structure des armées. Et nous avons atteint le paroxysme en 1999, où l'armée elle-même s'est impliquée dans les jeux politiques en prenant le pouvoir. Et après cette période, nous avons connu des crises successives, en 2002 notamment, où nous avons vu la présence de 2 armées. Donc nous sommes partis dans la présence de 2 armées, où cela a nécessité l'intervention, l'implication de la communauté internationale, qui a donc mis en place en Côte d'Ivoire une opération des Nations Unies, appelée ONUCI aujourd'hui, qui a donc permis de ramener le calme et la paix sur le territoire et ayant donc abouti aux élections de 2010. Donc, cette élection de 2010, malheureusement, a connu une fin tragique post-électorale, puisque nous avons vu ici un conflit armé qui a donné lieu à près de 3000 morts, sur lesquels aujourd'hui le gouvernement du président Alassane Ouattara se bat donc pour rétablir la confiance et surtout recréer une armée, mais aussi ramener la paix et la sécurité, recréer la cohésion sociale et aussi engager le développement du pays. Donc c'est dans ce contexte que nous nous trouvons et qu'il faille donc rebâtir cette armée pour qu'elle en soit véritablement une armée républicaine et loin donc des brouhahas des jeux politiques. Concernant le renforcement du cadre juridique et institutionnel, plusieurs textes ont été validés par le Conseil national de sécurité, par le Conseil des ministres de l'Assemblée nationale, notamment la ratification du traité de partenariat de défense entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. La composition des régions militaires et les légions de gendarmerie nationale, la promotion du genre connaissent aussi des transformations et l'environnement sécuritaire a connu une amélioration par l'ouverture de nouveaux bataillons. Quand on prend les forces aériennes et les forces maritimes, tous sont les meilleurs officiers, tous sont pratiquement partis à la retraite et nous sommes arrivés à un moment donné où il n'y avait pratiquement plus de pilotes ou plus de navigants marins dans nos forces. Donc, il a donc fallu rétablir tout cela. C'est pour cela que nous avons aussi constaté que la discipline foulée aux pieds, ainsi que les archives ont été intelligemment détruites et ensuite nos capacités réduites. Donc, j'en viens aux réformes qui est le point 2. Il a fallu donc rétablir tout cela en initiant la réforme du secteur de sécurité demandée par le président de la République, qui nous a donc permis de renforcer, nous avons fixé comme objectif, c'était donc de renforcer le cadre juridique institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut donner une nouvelle organisation à la nouvelle armée, mais aussi renforcer ses capacités, parce que nous avions un certain nombre de menaces
Nous avons, une des premières menaces était donc celle des ex-miliciens ou mercenaires du côté de la frontière ouest qui se sont retrouvés de l'autre côté, qui pendant toute l'année 2012 ont fait des incursions, tentatives d'incursion par des actes subversifs pour tenter de perturber le gouvernement. Et ensuite, nous avons aussi du côté de la frontière est les penseurs de ces actions qui se trouvaient là et qui donc menaient avec des éléments actifs sur le terrain du côté ouest pour mener ces actes. Et ensuite, nous avons donc l'obligation, comme objectif essentiel, c'est de rétablir le système de formation. Nous sommes en train donc de faire de gros efforts, puisque beaucoup de pays amis ici représentés nous ont réouvert leurs portes pour les écoles militaires. Et naturellement, cela nous amène à la diplomatie de la défense, puisque nous avons négocié un certain nombre d'accords de défense, accords de partenariat, dont certains ont été ratifiés par l'Assemblée nationale. Et naturellement, un des éléments clés, c'est la promotion et la cohésion au sein de l'armée. Je vous ai dit tantôt que nous avons des origines différentes et il fallait donc amener les uns et les autres à travailler ensemble, qui sont combattus, à s'accepter et à mener ensemble le travail qu'il y avait à faire. Et comme toute institution, il faut promouvoir la bonne gouvernance. Alors, donc, les résultats, pour cela, nous avons 6 piliers qui ont été donc définis dans le cadre de la RSS. À ce jour, voilà les grands résultats donc, de la réforme. Il y a eu la création du Conseil national de sécurité dans le cadre de la RSS, mais cela va au-delà de la défense. Je tiens à préciser que le Conseil national de sécurité ne s'occupe pas seulement de la défense. Le Conseil national de sécurité s'occupe naturellement de la défense, mais aussi de la sécurité dans le sens le plus large, les questions juridiques, les questions de réforme économique, mais aussi les relations avec les différents pays en termes de relations de défense. Je prends par exemple la crise de l'Ebola, qui nous a amené les forces de sécurité et de défense à intervenir, alors que c'est un problème de santé publique, mais qui devient un problème de sécurité nationale. Si je prends l'exemple, prenons même une grève. Une grève, c'est un problème de sécurité nationale parce que nous sommes obligés de faire appel aux forces de sécurité pour maintenir l'ordre, rétablir l'ordre. Et voyez-vous, donc tous ces éléments ont amené le Conseil national de sécurité à élargir sa base. Ensuite, il a fallu adopter la lettre de politique de DDR qui a donc rassemblé l'ensemble des structures liées au phénomène du DDR et le démarrage du processus de la réforme de la branche défense au sein du grand concept de la sécurité. Donc, de façon concrète, nous avons un certain nombre de piliers sur lesquels les résultats peuvent être appréciés, ce qu'on appelle donc les principaux acquis. Nous avons à ce jour rédigé près de 40 textes pour la réforme du secteur de la défense. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons 4 régions militaires. Et ces 4 régions militaires, il fallait faire l'interface avec les régions de gendarmerie. Donc, dorénavant aussi, nous aurons 4 régions de gendarmerie dans lesquelles nous avons les légions de gendarmerie. Donc, dans une région de gendarmerie, vous avez plusieurs légions de gendarmerie. Alors, je voudrais préciser que dans l'entendement commun, lorsqu'on parle des forces armées, quand on dit les forces armées, vous avez la gendarmerie nationale et vous avez les armées. Et dans les armées, qu'est-ce que vous avez? Voyez-vous, prenez un graphique, faites-le vous-même. Dans les armées, vous avez les forces terrestres, vous avez les forces aériennes, vous avez la marine nationale. Voilà la composition des forces armées. Ce sont les forces de défense, les forces armées. Et maintenant, dans notre organisation, nous avons rajouté les forces spéciales qui font partie des forces armées. Et on a souvent oublié qu'il y a une administration, ce qu'on appelle l'appui logistique, le soutien. C'est absolument important. Le président de la République a demandé à ce qu'on révise le nombre de postes d'attachés de défense. Nous avons ici dans la salle des attachés de défense des pays amis. Donc, par ricochet, il a été décidé donc, de ramener les 23 postes d'attachés de défense à 15. Le défi de la sécurisation pour les élections de 2015 s'appuie sur l'expérience acquise lors des élections locales de 2011 et 2013.
Les perspectives prennent en compte les conditions de vie du militaire, les menaces et les programmes de réhabilitation des infrastructures et leurs équipements. Les forces spéciales créées en 2011, c'est absolument nécessaire compte tenu du fait que dorénavant vous avez des conflits asymétriques. Vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple, des contingents militaires qui se font face d'un pays contre un autre. L'actualité vous le démontre que les conflits aujourd'hui ne sont pas des pays face à face. Vous avez des groupes armés qui peuvent menacer la sécurité, la souveraineté d'un pays. Donc, quelquefois, pour des opérations commando, pour des opérations spéciales, vous avez besoin de forces spéciales. On a eu à un moment donné à mettre en place la police militaire, je vous ai dit tantôt, pour régler le problème des personnels entrés se réclamant étant comme des militaires qui faisaient le rodéo dans la ville, qu'il a donc fallu traquer et fallu ramener un certain niveau de discipline. Et également, nous avons naturellement une armée, il faut donc leur donner les moyens nécessaires. Nous avons changé les tenues. C'était fait exprès, vous avez dû remarquer. D'ailleurs, je ne me cache pas souvent, lorsque je vois certains de nos hommes dans les tenues inappropriées, leur demander de rentrer et aller se remettre dans les tenues appropriées, parce que cela entraîne la confusion des populations qui doivent reconnaître exactement les tenues. J'ai vu que vous évoquiez le terrorisme dans les slides. Est-ce qu'il y a un risque de terrorisme en Côte d'Ivoire? Dans mon exposé, je fais allusion au conflit asymétrique. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est que vous avez aujourd'hui dans le monde beaucoup de conflits qui se font entre États et forces armées, groupes armés, et qui, à la base, sont des groupes terroristes. Si on prend l'exemple du Mali, tout près de nous, et nous avons des troupes ivoiriennes au Mali. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes au Mali, d'après vous? C'est pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc, nul n'est épargné. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes voisins au Mali, donc il faut imaginer. En plus, la Côte d'Ivoire avait la responsabilité, parce que la Côte d'Ivoire, le président de la République, président en exercice, devait en donner l'exemple. Donc, ce n'est pas un phénomène, j'allais dire, de Boko Haram, uniquement. Boko Haram a décidé de s'attaquer à tous les pays qui voudront le combattre. La Côte d'Ivoire veut soutenir tous les pays africains dans la lutte contre Boko Haram. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que quelque chose est prévu par la Côte d'Ivoire pour faire face aux menaces de Boko Haram? Sur le phénomène de Boko Haram, dans les jours prochains, il y a une conférence interrégionale entre la CEDEAO et la CEAC, c'est-à-dire l'équivalent de la CEDEAO pour l'Afrique centrale, qui doit se tenir à Malabo pour aborder ces questions, à savoir qu'un seul pays ne peut pas traiter et avoir raison sur le terrorisme. C'est un travail d'ensemble, un travail entre les États, et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire y participera. Nous avons l'obligation pour nous-mêmes, mais aussi pour la solidarité sous-régionale et régionale, voire internationale. La Côte d'Ivoire était à l'Union africaine où des mesures ont été annoncées pour qu'il y ait une force internationale sur ce phénomène. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de façon pratique? Ça, ce serait, j'allais dire, donner des informations à l'ennemi. Donc, je ne peux pas vous dire ce que nous faisons pour nous prémunir du terrorisme. Mais sachez que nous ne dormons pas. Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure de la RSS. J'aimerais savoir, concernant les réformes, à quel pourcentage d'exécution nous sommes et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de ces réformes? En ce qui concerne la défense, nous avons élaboré tous nos textes. Je vous ai dit tantôt, nous avons élaboré 40 textes pour la réforme de la défense. Nous en avons dans ces 40 3 projets de loi. Un projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons 2 autres projets de loi. Un projet de loi sur, en fait, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Et puis un projet de loi qui va réviser le code de fonction militaire. Parce que nous avons de nouvelles données sur le comportement des militaires, ce qui n'existait pas avant. Et puis nous avons le genre aujourd'hui, qui est un élément nouveau important. Donc tout cela va venir modifier légèrement le code de fonction militaire.
Et donc, sur 3 textes, les 3 sont prêts. Les 3 sont prêts. C'est une question de programmation de passage donc, à l'Assemblée. Sur les autres textes, nous avons des textes qui portent sur l'organisation du commandement. Ce texte est prêt. La gestion des casernes, c'est-à-dire comment le militaire se comporte en caserne, avec ce qu'on appelle souvent, le comportement du militaire dans les cérémonies, ce qu'on appelle le protocole militaire. Tous ces textes sont prêts. Nous avons des textes sur la carrière des militaires, notamment la professionnalisation des militaires, où ils doivent prochainement faire en sorte qu'on revienne un peu à des situations où le militaire du rang n'attend pas jusqu'à 55 ans pour aller à la retraite. Donc, il viendra, on va professionnaliser l'armée. Nous avons aussi des textes, pour ne pas dire, déjà, nous avons entamé la réforme de la formation des armées. Par exemple, à l'EMPT, il est prévu que dans les prochaines rentrées, on ait, n'est-ce pas, les classes préparatoires, et que l'EMPT, il y a une division, un chapitre enseignement supérieur, à savoir une école polytechnique où on sort ingénieur, parce que, je vous ai dit tantôt, le militaire, ce n'est pas seulement le fantassin. On a des ingénieurs, des informaticiens, du génie militaire, on a des transmetteurs, on a tout cela. Donc cette école-là, plus l'EFA, vont constituer ce qu'on appelle la boucle totale du métier des armes. Donc tout cela, tout est prêt, le travail est déjà prêt et tout est passé à l'école des forces aériennes. Nous avons aujourd'hui une école des forces aériennes qui a commencé à former des pilotes d'hélicoptères et des mécaniciens d'hélicoptères. Monsieur le ministre, est-ce que 4 ans après, il y a toujours des militaires en exil? Si oui, combien sont-ils? 4 ans après, les militaires en exil, oui, il y en a, mais je pense qu'ils ne doivent plus être très nombreux. Nous avons commencé l'opération de rapatriement en juillet 2011. Et aujourd'hui, je pense que on peut considérer que peut-être à peu près une centaine, 150 sont rentrés. Parce qu'il y en a qui rentrent tranquillement. Mais ces derniers temps, l'opération que nous avons menée nous a permis de faire rentrer 27 éléments. Je le dis parce que vous avez dû voir, vous étiez certainement avec nous au ministère de la Défense, on a reçu des centaines, voire des milliers. Mais à la vérité, sur ces 3 000 à 4 000 éléments qu'on a reçus, il n'y avait que 200. Pour nous, le militaire, il faut qu'il ait un matricule. Sur ces 200 qui avaient des matricules, uniquement 27 étaient partis suite à la crise post-électorale. Ils ont été intégrés depuis le mois de janvier 2014. Ils ont repris leur place dans l'armée. Tout le reste, ils ont été donc, radiés des effectifs en 2008 et en 2009, c'est-à-dire très loin d'aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec la crise actuelle, pour des raisons diverses, raisons d'indiscipline, raisons de manquement, violation de consignes, etc. Traduction devant le conseil de discipline, jusqu'à la conduite, donc, n'est-ce pas, de radiation. Les Ivoiriens constatent de plus en plus qu'il y a de nombreux véhicules aux vitres teintées et qui ont des plaques d'immatriculation de l'armée qui circulent partout dans les rues. Alors que la question de la sécurité devient de plus en plus importante, surtout au niveau de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité et qu'on ne voit plus ce genre de véhicules circuler un peu partout? Les plaques et vitres teintées. Mais je vais vous dire, à l'inverse, ça a vraiment diminué. Vraiment, soyons sincères, ça a vraiment diminué. En 2011, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans voir un véhicule avec une plaque banalisée, avec des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui faisaient le rodéo. Vous ne voyez plus cela. C'est vraiment des cas isolés. Le gouvernement a pris une mesure. D'ailleurs, la mesure est passée maintenant à la police. Au début, la mesure était du ressort de l'armée. Parce qu'on estimait que ceux qui utilisaient ces véhicules, soit vitres teintées ou plaques fantaisistes, étaient des hommes en armes. Mais il fallait une réponse appropriée pour les traquer. Ayant estimé que la situation s'est fortement améliorée, nous avons concédé cette responsabilité à la police. Et lorsque la police a besoin de nous, de nos hommes, on les met à disposition. Donc la procédure est très simple. Si vous avez des véhicules, vous voulez avoir des véhicules à vitres teintées, il faut saisir la police. Si vous constatez des véhicules de cette nature, saisissez la police. De toute façon, si vous nous saisissez, il n'y a pas de problème, on va les transmettre à la police. Et ensuite, pour
ce que vous voyez, en général, je pense que ce sont des cas isolés, mais on continue. Je crois qu'on ira jusqu'au bout pour vraiment éliminer ce phénomène. Le dispositif dont vous avez parlé prend en compte quelle zone? Le dispositif de lutte contre les coupeurs de route. Je vous dis ceci. La situation des coupeurs de route n'est pas éradiquée. Nous étions à près de, j'allais dire, une vingtaine de coupeurs de route dans le mois. Aujourd'hui, nous sommes à 7 dans le mois. Considérez que c'est un effort. Vous voulez qu'on ait 0, certainement on aura 0. Mais nous sommes là-dessus, c'est un travail acharné. On ne baisse pas les bras. Et je voudrais aussi, à l'occasion, dire que notre mission, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucun kilomètre carré qui sort hors de notre contrôle. Aujourd'hui, je peux le dire, on est fiers de nos hommes parce qu'ils tiennent le pays de A à Z, d'est en ouest, du centre au nord, du nord au sud. Il n'y a aucun kilomètre carré qui échappe à notre contrôle, qui est sous contrôle d'une quelconque force extérieure. Le premier ennemi de la sécurité, c'est l'arme. Tant qu'on n'aura pas traqué toutes ces armes cachées et dissimulées, on estime qu'il y aura encore du travail à faire. L'année 2015 s'ouvre aussi des auspices d'élections, mais nos hommes sont rodés. Nous avons vu que le maillon faible a été la sécurisation après les élections, après le scrutin. On amène l'accent sur cet élément et nos hommes sont en train de s'y préparer. Et très bientôt, on verra un programme de sécurisation qui sera donc soumis aux autorités.